Cathy, une adolescente lycéenne en Californie, est embauchée un soir par un couple pour s'occuper de leur petite fille Kim, âgée de 6 ans. Les deux parents souhaitaient passer cette soirée d'Halloween en tête-à-tête, loin des cris et des costumes des enfants qui passeraient éventuellement réclamer des friandises. Qu'à cela ne tienne, même si cela signifiait ne pas être avec ses amis en cette nuit très spéciale, s'occuper d'une enfant ne la dérangeait pas. Par ailleurs, la petite s'avérait être adorable. Après que les parents soient partis et qu'elles aient regardé un de ses dessins animés préférés, les deux filles passèrent à table. Vint le moment du dessert. Cathy débarrassa les assiettes, puis se tourna vers la petite fille. Alors, qu'est-ce que tu voudrais comme dessert maintenant ? Kim ne mit pas longtemps à se décider. De la glace. À la vanille, s'il te plaît, Cathy. La babysitter lui esquissa un sourire et lui demanda. Ok. Tu sais où tes parents l'arrangent ? Au sous-sol. Cathy se dirigea vers la porte que la fillette lui avait indiquée. La pièce était plongée dans un noir absolu, comme si la nuit dehors ne l'était pas assez. Elle entreprit de descendre l'escalier à tâtons, s'appuyant sur le mur à la recherche de l'interrupteur. Ce n'est qu'une fois arrivée en bas qu'elle sentit le contact du bouton sous ses doigts. Un flash l'aveugla un bref instant avant que la clarté ne s'atténue. L'ancienneté de l'ampoule se faisait sentir, mais elle éclairait suffisamment pour se diriger dans la pièce. Cela dit, c'était un vrai débarras. Cathy tomba sur le congélateur, plongea sa main au milieu de différents produits et en sortit le pot de crème glacée. Au moment de quitter les lieux, elle remarqua quelque chose sur sa droite. Une fenêtre donnait une vue sur le jardin, faiblement éclairée par la lueur d'un réverbère. Une silhouette se tenait au centre, immobile. Elle fixait la direction du réverbère, faisant dos à la fenêtre. Mais Cathy devina la silhouette d'une fille aux longs cheveux blonds, portant quelque chose sur son visage. Bien que surprise, elle ne prêta pas plus de temps à ce détail. Les enfants déguisés remplissaient les rues ce soir après tout. L'adolescente remonta les marches, prit un bol et servit 2 généreuses boules de glace à la jeune fille, ravie. Mais tu as oublié la crème fouettée. Amusée par la réaction de l'enfant, Cathy fit mine de prendre un air abasourdi. Bah oui, je suis bête. Et elle est où ? Au sous-sol. Elle se rendit à nouveau dans la pièce, alluma l'ampoule, se dirigea vers le frigidaire et se saisit de la bombe de crème. Alors qu'elle se tenait au pied des escaliers, la forme de la fenêtre happa son attention. La silhouette qu'elle avait aperçue était toujours là, mais cette fois, elle fixait la fenêtre, et elle s'était rapprochée, suffisamment pour que l'ampoule du sous-sol l'éclaire faiblement. C'était bien une fille. Le visage caché derrière un masque des plus déconcertants, rouge et noir, les yeux fins et sombres, fendus d'un sourire exhibant des crocs abominables. Cathy pressa le pas. Elle garnit le bol de crème et posa la bombe sur la table. Kim se tourna de nouveau vers sa babysitter. Et est-ce que je pourrais avoir de la sauce au chocolat, s'il te plaît, Cathy? Laisse-moi deviner. Elle est au sous-sol, non ? Elle la fixa d'un air candide. Il n'en fallait pas plus pour comprendre la réponse. Une fois encore, elle descendit les marches, trouva l'armoire dans laquelle la mère rangeait les ingrédients d'hiver, s'empara du flacon de chocolat et fit demi-tour. Mais au moment où elle s'apprêtait à sortir, un objet au sous-sol la fit trébucher. Elle se rattrapa de peu à la rambarde des escaliers, retenant un jugeon dans sa bouche. En se redressant, son regard se posa sur la fenêtre. L'enfant s'était à nouveau rapproché. Elle était près, si près qu'elle semblait collée à la vitre, exposant les détails de son masque hideux. Mais ce qui retient l'attention de la jeune femme, c'était le couteau de boucher que l'enfant serrait dans sa main. Un frisson parcourut l'échine de Cathy. Elle se sentait vraiment mal à l'aise. Arrivée en haut des escaliers, elle souffla pour se calmer, puis tendit le flacon à la fillette. Tadam ! J'espère que mademoiselle est contente. Merci, Cathy. Mais... il manque encore les vermicelles. Maman me met toujours des vermicelles. Face au regard déconcerté que lui lançait l'adolescente, elle répliqua un sourire angélique qui vint illuminer son petit visage, jusqu'à ce que l'expression de sa babysitter s'atténue. Bon, d'accord. Mais c'est la dernière fois, hein ? Tremblante, Cathy descendit rapidement les escaliers et alluma l'ampoule. Elle ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil à la fenêtre. L'enfant avait disparu. Elle parvint à reprendre peu à peu son calme et chercha les vermicelles dans l'armoire, puis gravit les marches qui menaient à la cuisine. Une simple farce. Le sachet de vermicelles heurta le sol, déversant son contenu sur le paquet, et un cri d'effroi échappa de sa bouche quand elle découvrit Kim, la tête enfoncée dans son bol, un épais flot de sang s'écoulant le long de sa chaise pour se répandre sur le sol en une flaque écarlate, s'échappant de sa gorge tranchée vive. Les parents de la fillette ne tardèrent pas à rentrer, suivis de peu par la police. Ils trouvèrent l'adolescente terrorisée dans un coin du salon,
arrivant à peine à balbutier quelques mots. Alors que les agents de police étaient parvenus à la calmer un peu et s'apprêtaient à l'interroger, la mère, toujours en proie à son désespoir, s'approcha de l'adolescente et lui demanda ce qui s'était passé. L'adolescente parvint tant bien que mal à décrire le déroulement de la soirée. Le repas, la glace, le sous-sol, la fenêtre et la fille qu'elle avait observée tout ce temps. Les yeux remplis de larmes de la mère se troublèrent d'une expression d'incompréhension et de doute, avant qu'elle ne parvienne à murmurer qu'il n'y avait jamais eu de fenêtre au sous-sol, seulement un miroir sur le mur. Monsieur Fargo, vous êtes accusé d'avoir commis au total 13 meurtres entre le 18 février 1987 et le 22 avril 1997. Vous êtes également accusé d'être à l'origine de 9 incendies à caractère criminel. Qu'avez-vous à répondre à ces accusations ? Maître, je plaide coupable pour les incendies. C'est moi en effet qui ai incendié ces maisons. Par contre, je nie totalement les accusations de meurtre. Ce n'est pas moi qui les ai commis. Vous confessez donc avoir incendié ces maisons. Mais comme vous le savez, ces maisons étaient toutes voisines à celles où les meurtres ont eu lieu. Cela ne peut pas être une coïncidence. Et si ça l'était ? C'est tout à fait possible. Et sauf erreur de ma part, vous n'avez aucune preuve me reliant au meurtre. Maître, je pense que vous avez mieux à faire que d'être ici à m'accabler de faits que je n'ai pas perpétrés. Monsieur Fargo, je suis ici pour faire mon travail. J'ai d'ailleurs des documents qui attestent d'un évident lien entre ces crimes et vous. Le 18 février 1987, un couple est tué dans sa maison de Los Angeles. Or, la maison voisine avait pris feu quelques minutes avant les faits. Sur place, nous avons retrouvé vos empreintes sur la boîte aux lettres. Est-ce là une coïncidence, monsieur Fargo ? Eh bien, Le 24 juin 1989, toute une famille trouvée démembrée dans leur maison de Sacramento. Quelques minutes avant, la maison de leur voisin avait été incendiée. Une nouvelle fois, vos empreintes ont été retrouvées sur place. Encore une coïncidence ? Mais... 1er novembre 1990, à San Francisco. Une femme est trouvée morte à son domicile. Elle avait été éventrée. Devinez quelle maison a été incendiée quelques minutes plus tôt ? Et quelles empreintes ont été relevées cette fois encore ? Voulez-vous que je continue la liste des coïncidences, monsieur Fargo ? Très bien. Mais cela ne constitue toujours pas la preuve formelle que je suis à l'origine de tous ces meurtres. Comme je l'ai déjà dit, je suis sûr que vous avez mieux à faire que d'être ici à m'accuser sans preuve, plus tangible. Vous pourriez être avec votre famille, par exemple. Ne vous moquez pas de nous, monsieur Fargo. Ces coïncidences suffisent amplement à vous lier au meurtre. Je vous conseille de coopérer. Si vous nous dites la vérité sur ces meurtres, peut-être que vous ne serez pas condamné à mort, et écoperez simplement de la réclusion à perpétuité. La balle est dans votre camp, monsieur Fargo. Très bien, je me rends. Je vais tout vous expliquer, car quoi que je fasse, je sais que je ne serai plus jamais un homme libre. Vous avez raison, ce ne sont pas des coïncidences, mais je continue à le clamer. Je n'ai tué personne. Vous êtes donc complice. Je ne peux le nier. Vous savez, en Californie, il y a énormément de patrouilles de police, et beaucoup de maisons sont équipées d'alarmes, rendant les cambriolages difficiles. C'est un fait. Dans le rapport, il est indiqué que les alarmes des maisons où eu lieu les meurtres ont toutes été déclenchées les jours des crimes. Et tous les policiers se sont rendus sur place. Leur attention ne s'est portée que sur la maison en feu, bien évidemment. Vous étiez donc à l'heure. Vous faisiez en sorte de diriger les forces de l'ordre vers la maison en feu et non vers celle où se déroulaient les meurtres. Mais pour quelle raison ? Pourquoi diable voudriez-vous aider quelqu'un à tuer toutes ces personnes ? Par amour. Vous savez, quand on aime quelqu'un, on le prend entier, avec tous ses défauts. J'étais et je serai toujours prêt à tout pour lui. Il était adorable, mais il avait quelques petites pulsions qu'il ne pouvait pas cacher. Je l'ai donc aidé à les satisfaire, quand je sentais qu'il était sur le point d'exploser. Vous savez donc allumer ces feux pour distraire les forces de l'ordre pendant que votre amant massacrait de pauvres innocents dans la maison d'à côté. Vous êtes complètement fou. Fou d'amour, oui. De plus, vous irez au mieux en prison pour le reste de vos jours, alors que votre amant se promène toujours librement dehors. Savez-vous où il pourrait se trouver ? J'ai ma petite idée, oui. Eh bien ? Disons que mon ultime acte d'amour s'achève maintenant. Vous savez que la plus grande partie de la police de San Diego se trouve ici aujourd'hui, n'est-ce pas ? Et alors ? Je vous l'avais dit, maître. Vous avez mieux à faire que d'être ici aujourd'hui. Je vous l'ai répété. Depuis plusieurs années, il est devenu très facile d'obtenir ce que l'on veut. Il suffit de quelques clics et le tour est joué. Internet a tout simplifié. N'importe qui peut utiliser un ordinateur et altérer la réalité. Cette abondance d'informations
obtenu grâce à un simple clic, est arrivé à un tel point qu'il est difficile maintenant d'imaginer notre vie sans. Quand même, il y a de ça une génération, quand les mots streaming ou torrent n'avaient pas de sens en dehors des cours d'eau, les gens devaient se retrouver face à face pour s'échanger logiciels, programmes, jeux de cartes et autres cartouches. Il est vrai que la grande majorité de ces rencontres avaient pour but de s'échanger des jeux populaires, comme King Quest. Pourtant, il existait une minorité de programmeurs qui faisaient passer leur propre création lors de ces échanges, et si le jeu était suffisamment divertissant et bien programmé, celui-ci était passé de main en main jusqu'à attirer l'attention d'un potentiel éditeur. Ces jeux-là étaient rares, et considérés comme de véritables artefacts, recherchés par les collectionneurs à travers tout le pays. Pourtant, Pal Luna n'était jamais sorti de la région de San Francisco. Toutes les copies recensées restaient dans cette zone. Tous les ordinateurs ayant un jour fait tourner ce jeu se situaient dans les environs de cette ville. Cela est explicable par le petit nombre d'exemplaires mis à disposition par le programmeur. Pal Luna était un jeu d'aventure textuelle, une fiction interactive, dans la même veine que Zork ou The Looking Horror. Il avait été créé dans la même période que ces deux jeux, période durant laquelle ce genre était à la mode. Au début du programme, il n'y avait qu'un écran noir, excepté quelques lignes de texte. Vous êtes dans une salle sombre. Le clair de lune brille par la fenêtre. Il y a de l'or dans un coin, ainsi qu'une pelle et une corde. Il y a une porte qui donne vers l'est. Que souhaitez-vous faire ? C'est ainsi que commençait ce jeu, décrit dans des vieux fanzines comme énigmatique, sans aucun sens et totalement injouable. Le jeu acceptait alors les choix suivants. Prendre or, prendre pelle, prendre corde, ouvrir porte, aller vers l'est, dans cet ordre. Puis le joueur recevait les instructions suivantes. Prenez votre récompense. Aluna vous sourit. Vous êtes dans la forêt. 3 chemins s'offrent à vous. Nord, ouest et est. Que souhaitez-vous faire ? Ce qui a rapidement frustré le peu de joueurs ayant eu l'occasion de tester ce jeu était le comportement confus et buggé de la phrase suivante. En effet, seule une direction était la bonne. Par exemple, dans notre cas, toute tentative d'aller dans une autre direction que le nord se soldait par un freeze complet du système, obligeant les joueurs à redémarrer leur ordinateur. De plus, chaque nouvelle séquence de jeu était une répétition de l'écran précédent. La seule chose qui changeait était les directions proposées. Encore pire, les commandes classiques de ce type de jeu étaient inutiles ici. Les seules actions acceptées par le jeu, autres que celles du mouvement, étaient « utiliser or », auquel le jeu répondait par le message suivant. Vous ne pouvez pas utiliser cela ici. Ou bien « utiliser pelle », qui affichait « Vous ne pouvez pas utiliser cela maintenant. Et aussi « utiliser corde », qui faisait surgir le texte « Vous avez déjà utilisé ceci. » La majorité de ceux qui ont joué à ce jeu continuaient pendant quelque temps, jusqu'à en avoir marre de devoir redémarrer leur ordinateur à chaque freeze et jeter la disquette du jeu à la poubelle, décrivant cette expérience comme une horrible blague mal programmée. Toutefois, il y a une chose sur le monde des ordinateurs qui ne change pas malgré l'époque. Ceux qui les utilisent ont beaucoup trop de temps libre à combler. Un jeune homme du nom de Michael Nevins a un jour décidé de découvrir si Pal Luna avait plus à offrir que ce que la majorité des gens avaient pu apercevoir. Après 5 heures de jeu, 33 tentatives et beaucoup de câbles débranchés, il avait finalement réussi à faire afficher au jeu un texte différent. Ce nouvel écran affichait Aluna affiche un large sourire. Il n'y a aucun chemin. Aluna affiche un large sourire. La terre est souple. Aluna affiche un large sourire. Ici. Que souhaitez-vous faire ? Il aura fallu 1 heure pour que Nevins trouve la bonne combinaison d'actions pour progresser dans le jeu. Creuser trou, déposer or, reboucher trou. Cela fait, un nouveau texte était affiché. Félicitations. À ce stade, le jeu n'acceptait plus aucune commande, et il fallait redémarrer l'ordinateur une dernière fois. Après avoir longuement réfléchi, Nevins était arrivé à la conclusion que ces nombres étaient en fait une latitude et une longitude. Celle-ci conduisait à un point dans une forêt qui surplombait le parc volcanique de la Seine. Comme il avait beaucoup de temps libre, il avait décidé d'aller voir de lui-même ce qui signifiait la fin de Pal Luna. Le lendemain, armé d'une carte, d'une boussole et d'une pelle, il parcourut le sentier du parc dans la forêt, impressionné par le fait que chaque fois qu'il tournait à un carrefour, c'était exactement dans le même sens que celui du jeu. Plus d'une fois, il regretta d'avoir emmené les outils pour creuser,
Mais finalement, il se convainquit que vu la similarité entre sa journée et ce qu'il avait vécu dans le jeu pour le moment, il y avait sûrement un trésor enterré quelque part à la clé. À bout de souffle, après son périple en quête de l'endroit qu'indiquaient les coordonnées, il arriva finalement dans une petite clairière, dans laquelle il trouva un amas de terre retourné. Excité comme il devait l'être pour avoir peut-être trouvé un trésor, ce serait un doux euphémisme de dire qu'il fut choqué en découvrant à la place la tête d'une petite fille blonde, dans un état de décomposition avancée. Il alerta aussitôt les autorités. L'enfant fut identifié. Il s'agissait de la petite Karen Paulsen, 11 ans, portée disparue par le département de police de San Diego depuis plus ou moins 1 an et demi. Des efforts ont été faits pour retrouver la piste du programmeur de Pal Luna, mais le grand flou régnant dans le milieu des échanges de jeux conduisait à bien des impasses. Les collectionneurs offriraient jusqu'à $6 000 pour une copie authentique du jeu. Le reste du corps de Karen ne fut jamais retrouvé. La première fois que je l'ai vue, c'était quand j'étais enfant. Cette chose était collée à mon père en permanence. Elle le suivait comme une ombre, et lui chuchotait sans cesse des trucs à l'oreille. Vous pouvez nous décrire cette chose ? D'après mes souvenirs, elle était de taille moyenne, humanoïde. La peau grise, couverte de minuscules boutons, luisante. Sa peau était luisante comme si elle était couverte d'huile. Elle n'avait pas de vêtements, mais pas d'attributs sexuels. Enfin, je ne sais pas, je me souviens pas bien. Ce dont je me souviens le plus, c'est C'est quoi ? sa tête, avec son cerveau ? Visible ? Et sans yeux ? Uniquement une trompe en plein milieu du visage. C'est ça, cette trompe immonde qu'il posait sans cesse sur les oreilles de mon père pour lui chuchoter des choses que je n'arrivais pas à comprendre. En réalité, cette chose ne peut pas chuchoter. Elle envoie des pensées via sa trompe directement dans le cerveau de la victime. Et plus la victime est touchée, plus le cerveau dégage de mauvaises pensées, plus cette chose a de la place pour, aspirer les pensées positives de la victime et s'en nourrir. C'est assez complexe à expliquer et on a tendance à croire qu'elle chuchote car ça produit en effet une sorte de petit bruit qui... Désolée, continuez. Donc cette chose aspirait les pensées positives de mon père. Et j'ai essayé de lui dire que je voyais ce monstre collé à lui. J'ai prévenu ma mère aussi, mais ils ne m'ont pas cru. Vous savez ce qu'ils ont fait. Ils m'ont emmené voir un psychologue pour enfants. Et bien sûr, j'ai été interdit de regarder toutes sortes de séries ou jouer à des jeux vidéo qui présentent des créatures surnaturelles. Et cette chose ne semblait pas me voir, ou du moins, elle ne me prêtait aucune attention. Je me souviens combien j'avais peur. Je ne voulais pas être seul. Les nuits étaient pour moi une source de terreur. J'avais peur d'ouvrir les yeux et de voir cette chose en face de moi. Mais comment avez-vous fait pour ne plus le voir à ce moment ? Vous n'aviez qu'une dizaine d'années, si je ne me trompe. Mon père est rentré du travail un soir avec un air plus sombre que d'ordinaire sur son visage. J'ai été lui dire bonsoir comme d'habitude, mais il ne m'a pas regardé. Il est parti dans la salle de bain avec ce monstre collé à lui. Ma mère m'a dit de ne pas lui en vouloir, qu'il avait eu une mauvaise nouvelle à son travail et qu'il était très triste. Donc je suis retourné jouer à ma Game Boy. Et c'est une bonne heure après que je l'ai entendu. Le hurlement de ma mère qui provenait de la salle de bain. J'ai lâché ma console et je suis parti voir pourquoi ce cri. Et j'ai vu ma mère effondrée, qui pleurait et hurlait le prénom de mon père en le prenant dans ses bras. Lui, il était couvert de sang. Mort. Il s'était tranché la gorge. C'est depuis ce jour que cette créature est partie. Je suis vraiment désolée pour votre père. Et oui, c'est aussi pour cette raison que cette créature est vraiment dangereuse. Les personnes victimes du mangeur d'espoir ont différentes façons de mettre fin à cette souffrance. Certains partent, tout simplement. J'ai récemment entendu une personne qui a abandonné sa vie de famille, son travail, ses amis, ses passions, bref, toute sa vie. Il est parti un matin, espérant que ses mauvaises pensées s'en aillent avec lui. Car il m'a dit qu'il faisait souffrir sa famille, à être toujours déprimé. Comment maintenant, dans la rue, personne ne faisait attention à lui.
Bien sûr, il ne m'a pas cru quand je lui ai dit que c'était à cause d'une créature. Ensuite, il y a le cas des personnes qui savent que quelque chose ne va pas. Ils prennent donc rendez-vous avec des spécialistes, des psychologues, etc. Mais généralement, ça ne mène à rien, et ces personnes passent à l'étape suivante. Celle que votre père a malheureusement choisie, la mort. Mais comment on fait pour pouvoir l'arrêter sans mourir, si on ne la voit pas? Il n'existe qu'une seule méthode d'après mes connaissances, mais c'est extrêmement dangereux. C'est une sorte de rituel, mais si ça échoue, la personne qui a fait ce rituel meurt. La créature va le pousser encore plus au suicide. Mais pourquoi exactement êtes-vous venu me voir? Parce que si je comprends bien, votre père est malheureusement... Regardez ce que ma fille a dessiné. Vous voyez? Ça, c'est moi. Et regardez ce que j'ai derrière moi. Cette chose avec cette trompe sur ma tête. Elle voit exactement ce que je voyais quand j'étais gosse. Oui, c'est bien cette créature, le mangeur d'espoir. Mais ce qui est vraiment étrange, c'est que d'habitude la créature n'attaque pas les enfants directs d'une des victimes. Ils attendent au moins la génération suivante. Je ne sais pas pourquoi exactement. Une histoire liée au cerveau. Si cette chose est bien avec vous, c'est que votre père a essayé le rituel et ça n'a pas marché. Quel rituel? Mon père ne croyait pas à ces choses. Apparemment si. Parce que c'est uniquement de cette façon que le mangeur d'espoir va attaquer les enfants d'une victime. Je suis désolée de vous l'apprendre comme ça, mais votre père vous a sacrifié. Je vous interdis de dire des choses pareilles. Je vous assure que c'est la seule raison qui poussera la créature à attaquer les descendants directs d'une victime. La créature réagit de cette façon pour se venger, pourrait-on dire. Et la seule façon de vous en débarrasser, c'est soit la mort, soit le sacrifice. Vous déraillez de plus en plus. Je n'aurais jamais dû venir vous voir. Je sais que ça a l'air fou, mais c'est la vérité, vous pouvez me croire. Et pourquoi je vous croirais? Parce que vous avez étudié ces démons. Pour commencer, oui, mais qu'ensuite j'ai vaincu une de ces choses. Et si je vous dis que c'est la seule solution, vous pouvez être sûr que j'ai tout essayé. Vous n'êtes pas morte? J'en conclus donc que vous avez sacrifié quelqu'un? Oui. Quand vous dites sacrifier, on parle bien de la même chose. Si vous pensez à une mort comme on l'entend, la réponse est non. Le sacrifice dont je vous parle ici, ce n'est pas l'enveloppe humaine. Il s'agit de l'esprit. Pour être plus clair, vous offrez l'âme d'une personne à un démon. La personne sera toujours en vie, mais sera atteinte de folie ou autre chose de ce genre. Vous avez fait ça? Vous êtes une ordure. Il fallait bien que je vive. Et vous vivez avec ça sur la conscience? Oui, mais il le fallait. J'étais obligée de rester en vie et dans un état normal pour aider mon fils qui était gravement malade. Je comprends pas. J'étais possédée par ce mangeur d'espoir. Mais mon fils est tombé gravement malade à ce moment. Mon mari ne savait pas comment gérer tout ça. Il a lâché prise, nous a abandonnés, me laissant en état de déprime permanente avec notre fils qui n'avait même plus la force d'ouvrir les yeux. J'ai donc dû faire un choix. J'ai réalisé le rituel de sacrifice. J'ai sacrifié l'âme de mon mari. Ainsi, je n'étais plus en dépression et j'ai pu m'occuper de mon fils. Je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien et écoutez-moi. Vous êtes en danger. Même si vous ne sentez pas encore les effets de cette créature, celle-ci est accrochée à vous, par la faute de votre père, qui a essayé ce propre rituel, mais qui a échoué. Je ne sais pas qui il a voulu sacrifier et ce n'est pas important. L'important, c'est que si vous mourrez, la créature a de fortes chances d'attaquer votre fille. Vous n'avez donc que cette possibilité, le sacrifice. Je vais vous expliquer comment procéder. Je dois vous prévenir que si vous échouez, c'est votre fille qui sera victime à son tour, et ainsi de suite. Voilà, je vous ai noté comment procéder. Faites attention, chaque détail a son importance. Maintenant, je ne veux plus vous voir ici. Partez. Et c'est comme ça que ça a commencé. Arrivé chez moi, je me suis assuré que ma femme et ma belle-fille étaient bien parties chez ma belle-mère pour le week-end. Puis, je me suis assis dans le fauteuil et j'ai ouvert la note de la chasseuse de démons. Puis j'ai pleuré. Je pense que c'était dû à la présence derrière moi de cette chose invisible. D'un coup, je me suis mis à me débattre contre rien. Rien de palpable en tout cas. Puis j'ai crié. Crié à cette chose de me laisser tranquille. De laisser ma famille tranquille et de partir. Mais évidemment, rien ne s'est passé.
Je me suis effondré dans le canapé et je me suis mis à rire nerveusement. C'est à ce moment que mon téléphone s'est mis à sonner. C'était ma fille. Elle m'a demandé comment j'allais, et elle m'a dit qu'elle avait fait un cauchemar avec un monstre éléphant, et que d'après maman, j'allais faire peur aux monstres, et les monstres ne reviendraient pas. Quand elle m'a dit ces mots, j'ai retenu une envie de pleurer, et avec la gorge nouée, je lui ai répondu que ce n'était qu'un cauchemar, et que ce n'était pas vrai, que j'allais quand même chercher si un monstre se trouvait dans sa chambre, et que si c'était le cas, j'allais le chasser. Quand elle a entendu ça, elle s'est mise à rire et m'a dit que j'étais un super-héros, que j'étais super fort. Comment j'aurais pu faire pour ne rien faire ensuite? C'est pour cette raison qu'une fois raccroché, j'ai ressorti le papier, et j'ai commencé à lire attentivement les choses qu'il fallait. Une craie, pour tracer un cercle, 12 bougies blanches, une coupe ou un bol, avec un peu d'eau à l'intérieur, un petit tas de branches d'arbres, une allumette ou un briquet, quelques cheveux ou ongles, ou une autre partie de la personne à sacrifier. J'avais chez moi quasiment tous les ingrédients qu'il fallait. Les craies dans la chambre de ma fille, les bougies, j'en avais dans le placard, utile en cas de coupure d'électricité. Un bol, qui n'a pas de bol chez lui. Des branches dans mon jardin, j'en avais. Des allumettes, oui j'en avais. La seule chose que je n'avais pas, c'était une personne à sacrifier. Puis, j'ai pensé à ma vieille voisine. Et je sais que c'est horrible ce que je vais vous dire. Mais j'ai pensé à elle car je me disais que, étant donné son âge avancé, il ne devait pas lui rester beaucoup de temps à vivre. Et je me disais que si elle devenait vraiment folle, les médecins se diraient probablement que c'était dû à son âge. J'ai donc réfléchi quelques secondes, puis je suis allé chez elle. Dès qu'elle a ouvert la porte, j'ai complètement improvisé. J'ai demandé si je pouvais utiliser son téléphone, car j'avais perdu le mien, et que je devais contacter en urgence ma femme. Elle a accepté et m'a conduit à son téléphone, en me proposant un café ou un thé. Elle était tellement gentille. Je ne savais pas comment j'allais procéder pour avoir des cheveux. Une fois que j'ai fait semblant de téléphoner, j'ai accepté son offre. Puis j'ai demandé si je pouvais utiliser les toilettes. Encore une fois, elle a accepté. J'espérais trouver une brosse à cheveux avec des cheveux dessus dans la salle de bain. Et oui, il y en avait eu bien une. J'étais soulagé. Je n'avais donc pas besoin de recourir à la force. Je me suis empressé de prendre les cheveux et de les mettre dans du papier toilette que j'ai ensuite soigneusement plié et placé dans ma poche de manteau. Puis, j'ai coupé court à la conversation et je suis retourné chez moi. J'ai vu comment faire le rituel. C'était assez simple. J'ai bougé tous mes meubles et j'ai laissé un grand espace. Puis j'ai tracé le cercle comme indiqué. Puis j'ai lu ce qu'il dit avait de noter sur la note de la chasseuse de démons. Une fois la préparation terminée, je me suis mis au centre du cercle, puis comme indiqué, j'ai mis le feu aux branches, en y mettant les cheveux de ma voisine. Et j'ai ensuite entendu comme ça, une bonne dizaine de minutes. C'est quand j'allais sortir du cercle que tout a changé. Il a fait noir, mais un noir total. Je ne voyais plus ni le sol, ni le plafond, ni les murs, rien. Puis j'ai vu un peu plus loin une lueur, une sorte de forme fantomatique. C'est le signe que le rituel a fonctionné. Je savais ce que je devais faire. J'ai donc avancé vers cette forme qui n'était autre que cette créature avec cette trompe en plein milieu du visage. La revoir ainsi m'a fait remonter des souvenirs dans ma tête, mais ce n'était vraiment pas le moment. La créature s'est tournée vers moi. J'ai alors entendu une voix dans ma tête qui m'a dit « On se revoit enfin. Avant que j'accepte ton sacrifice, laisse-moi te faire montrer quelque chose. » La note m'avait prévenu que le mangeur d'espoir allait tenter de me faire déprimer, de me faire changer d'avis, et que je n'avais pas le choix d'accepter de jouer le jeu, et que c'était là que ça allait devenir difficile. J'ai donc répondu que j'étais d'accord. Soudainement, tout est devenu d'un blanc éclatant. Puis, je me suis trouvé dans une pièce qui m'était familière, et que j'ai reconnue de suite. C'était la chambre de mes parents, et j'ai vu mon père qui tenait dans ses mains une craie, des branches, et tout ce qu'il fallait pour faire le rituel, et qu'à la place des cheveux ou autre, il avait une boîte dans laquelle ma mère mettait mes dents de lait. Puis, je l'ai vu faire le même rituel que je venais de faire. Et j'ai vu mon père être immobile, les yeux vitreux, de la salive coulant de sa bouche entrouverte, puis s'effondrer sur le sol. Mon père m'avait bien offert en sacrifice, je n'en revenais pas. Mais le sacrifice n'avait apparemment pas fonctionné, puisque je n'étais pas fou. Il avait dû échouer à cette épreuve. Soudain, tout est redevenu noir.
Puis j'ai revu le mangeur d'espoir, qui a une nouvelle fois parlé dans ma tête, et m'a dit « Ton père ne t'aimait pas. Et toi, tu n'aimes pas ta propre fille. Regarde ce qu'elle deviendra si tu ne meurs pas. Regarde le mal que tu vas créer autour de toi. » Puis, tout est redevenu d'un blanc éclatant, et j'ai atterri dans une maison que je ne connaissais pas. J'ai vu ma fille, mais pas petite comme maintenant, non. Une belle jeune femme, mais elle a l'air si triste, des grosses cernes sur les yeux. Elle tenait une bouteille de vodka dans la main, et un couteau de l'autre. Il y avait du sang sur ses poignets. Elle a semblé me voir et m'a dit « C'est de ta faute, papa. Tu es un monstre. Regarde ce que tu m'as fait. Tu as tué maman. Tu m'as tué moi. Tu n'es rien. » Puis j'ai vu des coupures de journaux qui venaient d'apparaître sur le mur. Un homme massacre sa femme à coups de hache. Un homme maltraite sa famille pendant une dizaine d'années. Puis la pièce a changé pour devenir notre actuelle salle à manger. Je me suis vu en train de frapper violemment ma femme. Me voir faire ça m'a fait un choc. Jamais je n'avais levé la main sur ma femme. Je l'aimais plus que tout. Et j'ai hurlé à moi-même d'arrêter. Mais l'homme qui était censé me représenter continuait de frapper et de rire. Ce n'était pas possible. Comment les choses auraient pu être tournées ainsi? Puis, tout est redevenu noir. Et le mangeur d'espoir m'a dit que c'était mon avenir, si jamais il acceptait le sacrifice. Que maintenant je devais choisir. Soit je mourrais, soit la vie de ma femme et de ma fille serait anéantie. Cette chose, la chasseuse de démons ne m'avait pas averti que j'aurais un choix à faire. Même maintenant que j'ai vu ce que serait la vie de ma fille et de ma femme, je n'avais pas le choix d'accepter la mort. Mais quand j'ai failli répondre que j'abandonnerais le sacrifice, je me suis dit que c'était sûrement une ruse de sa part, que rien de cela ne se passera. J'ai donc dit que j'étais prêt à prendre le risque. Puis sans aucune réponse, tout a disparu. Je me suis retrouvé chez moi, au milieu du cercle. J'ai vite versé l'eau sur le tas de branches, puis j'ai effacé le cercle. Je n'en revenais pas de ce que je venais de faire. J'avais vaincu cette chose, j'avais réussi. Ou du moins, je pense, parce que je n'avais aucune manière d'en être sûr. J'ai alors regardé par ma fenêtre pour apercevoir ma voisine. Je l'ai vue qui sortait de chez elle, complètement nue. Elle s'est allongée au milieu de la route. J'ai couru dehors, mais... trop tard. Une voiture est arrivée à vive allure et l'a percutée. Le rituel avait bel et bien fonctionné. Je n'avais plus le mangeur d'espoir sur moi. Ma fille non plus. J'ai vaincu cette chose, mais... à quel prix? Bonjour, je vous appelle parce que j'ai acheté chez vous une machine à laver haut de point Ariston, et j'ai un problème avec cet achat. Bonjour, pourriez-vous exposer votre problème plus clairement? Je vais vous raconter depuis le début, ce sera plus simple. J'ai commencé par remarquer régulièrement que mes chaussettes disparaissaient au cours de mes machines. Parfois, c'était juste une chaussette, mais souvent plusieurs. J'ai déjà vérifié le filtre et dans le joint, mais rien. Elles avaient tout simplement disparu. Et puis récemment, j'ai eu une sorte de problème. J'ai vraiment besoin de faire disparaître mes chaussettes, mais il ne se passe plus rien. Et ce n'est pas une bonne nouvelle que cette disparition ait cessé? Non, pas vraiment. J'ai réellement besoin que la fonction revienne. Est-ce qu'une prise en charge par le SAV est envisageable pour rétablir celle-ci? Non, ce n'est pas une fonctionnalité initialement prévue, monsieur. Mais pourquoi avez-vous tant besoin de faire disparaître vos chaussettes? Je ne comprends pas trop l'objet de votre demande. Pensez-vous que si je rachète une machine neuve, il y aura de nouveau cette fonctionnalité? C'est un dysfonctionnement qui doit être propre à votre modèle. Je vais faire remonter l'information à mon supérieur. Auriez-vous plus d'informations à me donner, comme la date et le lieu de l'achat, s'il vous plaît? Ma femme l'a commandé sur Amazon, je crois que c'était en août. J'avoue ne pas avoir conservé la facture, je pensais pas avoir besoin de faire usage de la garantie. Mais là, j'ai vraiment besoin de ce dysfonctionnement. Alors, vous devriez avoir la date d'achat exacte dans votre historique Amazon. Pourriez-vous la consulter, ou bien demander directement à votre femme? Ma femme n'est pas en état de répondre actuellement. Mais c'était le 27 août 2017, je viens de vérifier. Je veux m'en débarrasser. Aidez-moi s'il vous plaît, c'est réellement urgent. Merci pour ces informations, je vais pouvoir faire le nécessaire. Mais si vous avez besoin de jeter vos chaussettes, pourquoi ne pas simplement les mettre à la poubelle? Si je les jette juste, je crois que je vais avoir de gros problèmes.
J'ai réfléchi longuement, la machine à laver est la meilleure solution pour moi. J'avoue ne pas trop comprendre. Je veux bien vous aider, mais là je crois qu'il y a un élément qui m'échappe. Pourriez-vous être plus explicite? Ça n'a pas d'importance, je pense que je vais racheter une machine. Merci de votre aide. Un jour, je suis né. Depuis, ma vie n'a été que souffrance. Mon père est mort lorsque j'avais 2 ans, me laissant seul avec ma sœur, alors âgée de 8 ans. Ma mère, technicienne de surface comme on doit les appeler, n'a pas réussi à m'offrir une enfance joyeuse avec son seul salaire. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est bien une proverbe de riche. J'ai du mal à savoir comment être heureux lorsque l'on peut même pas avoir de chaussures à sa taille. À l'école maternelle, j'étais trop timide pour me faire des amis. Et malgré la maîtresse qui m'encourageait à aller jouer avec mes petits camarades, je restais dans mon coin. Personne ne m'approchait. Ça n'avait pas trop l'air d'inquiéter ma mère, bien qu'elle ait été plusieurs fois convoquée chez l'institutrice pour parler de mon associabilité. Elle préférait regarder ses jeux à la télévision, en rêvant de décrocher le million un jour, elle aussi. En primaire, j'ai décidé de vaincre ma timidité, et je suis allé vers les autres. J'ai réussi à me faire un ami au CP. Il s'appelait Pierre. Tous les autres enfants refusaient d'entrer en contact avec moi. Ils me bousculaient et m'éclaboussaient de moqueries. Bigleux, gros tas. Que les enfants sont cruels. Il ne fait pas bon avoir un physique ingrat en société, et ce, dès l'enfance. Au cours de l'année, Pierre a déménagé, et je me suis retrouvé seul. Un jour, je crois que j'étais en CE2. Ma mère a été convoquée par l'institutrice. Elle pensait que j'étais surdoué. Ma mère a ri, ne l'a pas cru une seconde. Raisonnement stupide. Mon fils surdoué, avec de si mauvaises notes? La professeure a bien tenté de lui expliquer, mais ma mère a toujours été bornée. Nous sommes rentrés à la maison, et en voyant mon bulletin scolaire exécrable que l'on venait de recevoir par la poste, elle m'a frappé. « Je suis bien supérieur à toi, maman. Tu l'as vu aujourd'hui. » Je venais d'entrer au collège lorsque ma sœur s'est faite violer. Elle avait 16 ans. Voilà ce qui arrive lorsque l'on part faire son jogging un soir d'hiver dans les bois. Je me souviens exactement de la date. On était le 23 décembre, juste avant Noël donc. Cette fête hypocrite où les riches célèbrent la joie d'être en famille, tandis que le SDF crève dans le froid dans des cartons. Après enquête, un suspect a été arrêté. Une vieille pourriture de la soixantaine qui a été reconnue innocente après jugement. J'étais sûr que cet homme était coupable. Je le voyais dans ses yeux au tribunal. Et ils l'ont relâché. La justice est bien à l'image de notre société. C'est pourquoi il faut mieux la rendre soi-même. Me voici donc arrivé au jour où je l'ai rencontré. C'était avant-hier. J'étais parti me recueillir sur la tombe de mon père, après le lycée. Le cimetière est sans doute le seul endroit où je me sens à l'aise. Les vivants ne me comprennent pas. Je n'ai qu'à me tourner vers les morts. C'est alors que je l'ai vu. Ce collier en argent sur une tombe voisine de celle de mon père. Un rubis y était accroché en pendentif. Que faisait un objet aussi précieux ici? Le rouge sanguinolent de cette pierre précieuse pénétrait ma pupille et s'incrustait dans mon âme. Il me fallait ce collier, je le savais. J'ai tout de suite saisi le bijou et l'ai accroché autour de mon cou. Le rubis pesait lourd. C'est alors qu'un gardien de cimetière m'a interpellé. Je me suis retourné, pris d'un sentiment de panique. J'ai alors vu l'homme qui se dirigeait vers moi se tenir la poitrine et tomber par terre. Je me suis approché, effrayé. Il ne respirait plus. Choqué d'avoir assisté à la mort d'un être humain, j'ai couru jusque chez moi, sans réfléchir. Mon colis était si léger tout à coup. Ma sœur était partie vivre à Paris avec son copain. Ma mère, quant à elle, regardait toujours la télé et elle ne faisait guère attention à moi. Je me suis enfermé dans ma chambre, hanté par le souvenir de la scène à laquelle je venais d'assister. J'ai caché le rubis sous mon t-shirt avant de descendre dîner. Il ne fallait surtout pas que ma mère remarque cette pierre précieuse autour de mon cou, car je suis sûr qu'elle aurait voulu la revendre. Je n'ai pas retiré le collier lorsque je me suis couché. Le lendemain, je suis allé en cours, comme d'habitude. J'étais horriblement fatigué parce que j'avais très peu dormi à cause des nombreux cauchemars. Dans le bus, je somnolais, mais j'étais toujours ramené à la réalité par un choc.
C'était comme si, voyant que je m'endormais, mon cœur m'envoyait une décharge électrique pour me maintenir éveillé. C'est lors du repas au self que j'ai commencé à vraiment me poser des questions. Je mangeais seul à ma table comme d'habitude. Le plat baignait dans l'huile, si bien que j'ai malencontreusement taché le vêtement d'un gars de la table d'à côté lors d'un mauvais coup de fourchette. Ce crétin a commencé à me chercher. Il s'est levé et m'a bousculé. Je suis tombé de ma chaise et ça l'a fait rire. Il faisait le fier devant sa copine. Je me suis relevé sans rien dire, mais il m'a poussé à nouveau et je me suis encore retrouvé sur le sol. Il m'a ensuite donné un violent coup de pied dans la jambe en m'insultant. Je sentais la rage prendre possession de mon corps au fur et à mesure de ses coups. J'ai tenté de me mettre debout en le regardant dans les yeux afin de lui faire comprendre qu'il ne m'impressionnait pas. Il a mis ses 2 mains sur son cœur et il est tombé à terre. Sa copine a hurlé et s'est précipitée sur lui. Il ne respirait plus, je le voyais bien. Tout le self a commencé à s'attrouper autour du corps, et j'ai couru pour sortir du lycée, paniqué et en pleurs. Mon collier me semblait bien moins lourd que d'habitude, que j'étais sensible à l'époque. Je marchais dans la rue, plongé dans mes pensées. Ces 2 morts, depuis que j'avais trouvé ce maudit collier, il était la cause de mon malheur. J'ai voulu l'arracher quand une voix a retenti. Pas seulement dans ma tête, mais dans tout mon corps. J'ai d'abord eu un sursaut, mais cette voix était rassurante. Une voix de jeune femme, une voix douce, une voix d'amie. Ne fais pas ça. Nous pouvons accomplir tant de choses, toi et moi. Je restais sans rien dire. Ce colis me parlait. Je sais que tu as souffert toute ta vie, mais écoute-moi. Je te permets de prendre ta revanche. Ensemble, nous vengerons les larmes par le sang. La vengeance. Je connaissais son nom par cœur, et il m'a été facile, grâce à Internet, de retrouver sa trace. Ce salopard n'habitait pas bien loin. Une ruelle, avec 2 habitations. Je n'avais qu'à l'attendre sagement devant chez lui. Bientôt 20h, il ne devrait pas tarder à rentrer dans son travail. Il est arrivé en marchant avec sa sacoche de bureau à la main. En me voyant le fixer, il m'a salué avec un petit air inquiet. Il m'a regardé d'un air incrédule. Je pouvais apercevoir chaque ride de son visage pourri par le temps et le crime. Je vous demande pardon, on se connaît ? Excusez-moi, c'est que je m'inquiète pour vous, monsieur. Cela doit être très fatigant comme travail de violer des jeunes filles. Je crois que je me suis jamais senti aussi puissant et heureux qu'au moment où cet homme est tombé raide sur le trottoir. Un sentiment d'extase me parcourait tout le corps, et mon collier ne me pesait plus rien. Je souriais lorsque je me suis penché sur le cadavre et que j'ai effleuré sa peau transpirante de mes doigts. Je devais à présent encore plus faire souffrir ses proches, comme il m'avait fait souffrir en déshonorant ma sœur. J'ai pris les ciseaux au bout pointu que j'ai toujours dans mon sac, et je lui ai crevé les yeux. Sa famille ne pourra plus jamais croiser son regard pour lui dire adieu. J'ai ri. Voilà, ma sœur, tu vois. Je suis un mec bien. Je t'ai vengé. Les morts suffisaient pour ce jour-ci. J'ai donc décidé de rentrer chez moi, et sur la route je souriais toujours. Félicitations, mon ami. Tu vois tout ce que nous pouvons réaliser, et ce n'est qu'un début. Comment ça, un début ? Tous ceux qui t'ont fait souffrir ne doivent pas rester impunis. Repense aux enfants qui t'embêtaient à l'école. Ils ne méritent pas la mort. Tu penseras différemment, bientôt. Je te le promets. Mon ami, j'avoue avoir été méfiant lorsque tu m'as dit cela. Je te demande pardon. Tu m'as ouvert les yeux. Le lendemain matin, lorsque je suis descendu prendre mon petit déjeuner, ma mère était toujours devant sa télé. Et moi, je gardais toujours mon ami collé contre mon torse. Dès qu'elle m'a vu, elle m'a parlé. C'était la première fois depuis bien des matins. Elle m'a dit qu'ils avaient montré une photo de moi aux infos, penché sur un cadavre. Cette photo a été prise par la femme du vieil homme mort, qui regardait par la fenêtre de la maison. Ma mère avait les larmes aux yeux en me demandant si j'avais tué cet individu. J'en ai été presque ému. Pourtant, c'est en souriant que j'ai répondu que j'avais tué le violeur de ma sœur. Elle m'a longtemps regardé sans rien dire, puis elle a prononcé une phrase, une seule, qui m'a transpercé comme un poignard. J'appelle la police. Mon ami a alors hurlé dans mes entrailles. Tu cette garce. Mais c'est ma mère. Tu veux peut-être finir en prison ? Espèce de lâche.
Les autres avaient peut-être raison de traitant de couille molle. J'ai tué ma mère. Lorsqu'elle est tombée sur le sol du salon, à côté du téléphone, j'étais d'abord trop choqué pour faire quoi que ce soit. Puis j'ai reçu comme une nouvelle décharge électrique, d'abord douloureuse, mais vite incroyablement agréable. J'observais le cadavre et je riais. Je riais lorsque je lui ai arraché les vêtements. Je riais lorsque j'ai pris le couteau de cuisine et que je lui ai ouvert le ventre. Je riais lorsque je léchais son ventre couvert de sang, tandis que mon ami me disait « En te nourrissant, tu me nourris. En me nourrissant, tu me rends plus fort. Et tu me permets de t'aider dans ta soif de vengeance. À nous deux, nous créerons une société parfaite et juste, éliminée de toute cette vermine. Mais nous ne pourrons réaliser notre rêve qu'en faisant couler le sang. J'espère que tu comprends cela à présent. » Ouais, je comprends. Tous ceux qui ne sont pas tes amis sont tes ennemis. Et garde bien en tête que je suis ta seule amie. Voilà où j'en suis à présent. Tout ce monde est rempli de parasites qu'il faut éliminer. Tous. Ils méritent tous la mort. Tous. Sans exception. Je sais maintenant ce qu'il me reste à faire. Tuer tout ce qu'il est possible de tuer. Il faut que je vous parle de quelque chose de bizarre qui m'arrive. Je prends le train chaque matin pour aller à mon travail. Je prends le premier train pour Lille. Il part vers 4h30. À cette heure, la gare et le train sont quasiment vides. J'ai donc plein de choix pour me trouver une place. Je m'installe donc généralement près de la porte. Et c'est il y a quelques jours. Je me suis installé, et au moment de poser mon sac sur le siège à côté, j'ai vu un smartphone posé dessus. Comme si quelqu'un l'avait oublié là. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne. J'ai donc pris le téléphone dans mes mains, et au moment où ma main a touché le téléphone, l'écran s'est éclairé, affichant uniquement un fond noir avec un texte en blanc, « Autorisation en cours, veuillez patienter ». Et j'ai tout de suite reposé le téléphone sur le siège, de peur que son propriétaire revienne le récupérer et voie que j'étais en train d'essayer de l'ouvrir. J'ai essayé de ne plus y faire attention, mais des petits bips se faisaient entendre, de plus en plus fort, comme s'il m'appelait. J'ai donc fini par céder. J'ai repris le téléphone dans mes mains. L'écran s'est allumé comme la fois précédente. Mais cette fois, le texte avait changé. C'était écrit « Bienvenue Philippe ». Et j'ai relâché le téléphone. Comment c'était possible ? Philippe, c'est mon prénom. Après quelques secondes de réflexion, je me suis dit qu'il devait s'agir d'un hasard, incroyable, mais c'était la seule explication rationnelle que j'avais pour le moment. La question de savoir comment le téléphone s'est déverrouillé, c'est autre chose. Je me suis dit que j'avais dû toucher au bon endroit sans le vouloir. J'ai donc repris le téléphone. Cette fois sur l'écran, il y avait un fond d'écran basique, juste du bleu ciel, ainsi que l'heure en très gros. Et j'ai remarqué que ce n'était pas l'heure qui était affichée, mais un compte à rebours qui affichait 3 jours. Le propriétaire du téléphone devait attendre quelque chose d'urgent. J'ai cliqué sur le bouton du centre pour afficher les applications, juste par curiosité. J'ai été un peu déçu. Aucune application, aucun jeu. Seules les applications de base étaient présentes. Et il y avait le dossier des photos. J'ai décidé de cliquer dessus, pour voir si peut-être je connaissais la personne à qui il appartenait. Et là, j'ai été très surpris. Il y avait beaucoup de photos, plus d'une centaine. Chacune représentait des choses bizarres. Des personnes allongées, comme si elles dormaient, mais elles semblaient mortes. Tout était dans ce qui semblait être leur lit. C'était vraiment étrange comme photo. Il y avait aussi des photos d'une jeune femme à l'air sinistre, qui elle était vivante. Elle avait une blouse blanche et posait souvent avec un scalpel et un bocal rempli d'œils. Je suis resté scotché sur cette photo. Je ne savais pas ce que c'était, mais c'était bizarre d'avoir ça dans son téléphone. Sur une autre, c'était la même femme, mais accompagnée d'une petite fille qui tenait une paire de ciseaux chirurgicales. Elles étaient toutes les deux de chaque côté d'un corps allongé sur une table métallique. Ce corps était entièrement nu. La peau avait l'air d'avoir été découpée, et il manquait les yeux. Ma curiosité l'a emporté. J'ai encore regardé d'autres photos, toutes semblables. Au bout d'un moment, ça m'a un peu écœuré. J'ai donc quitté les photos, puis le lecteur audio s'est lancé tout seul. J'ai regardé la liste des chansons disponibles. Il n'y en avait aucune. Il y avait seulement un enregistrement, intitulé «
Préparation du corps, sujet numéro 34. J'ai recherché l'entrée pour les écouteurs, mais je ne les ai pas trouvés. J'ai donc regardé autour de moi si j'étais seul, puis quand j'ai vu que oui, j'ai lancé l'audio. Découpez ici et ici. Enlève les yeux, il n'en a plus besoin. Voilà, place-le avec les autres. Et il ne te reste plus qu'à suturer la bouche. Utilise ce fil, il est très fin, presque invisible. Ça m'a fait froid dans le dos. Comment? Qui? Pourquoi? Je ne comprenais absolument pas l'intérêt d'un tel audio. Quelqu'un écoutait-il vraiment ça? Quand j'allais mettre le téléphone dans mon sac, il y a eu une petite notification. J'ai regardé l'écran et c'était écrit « J'espère que tu es prêt ». Pendant un instant, je peux vous dire que j'ai eu froid dans le dos. Puis, je me suis ressaisi, me disant que ce téléphone ne m'appartenait pas et que donc ce message ne m'était pas destiné. J'ai rangé le téléphone dans mon sac, puis le train est arrivé à mon arrêt. Plus tard, à la pause, j'ai fait montrer le téléphone à un collègue qui était passionné de nouvelles technologies. Je lui ai demandé si ce téléphone valait de l'argent ou non, car si c'était le cas, j'allais le revendre. Il a regardé le téléphone avec un air surpris. Puis, il m'a demandé s'il pouvait le tenir. Je lui ai passé, et il l'a examiné de chaque côté. Puis, me l'a rendu et m'a dit qu'il n'avait jamais vu ce genre de téléphone. Il ne semblait pas s'ouvrir pour y insérer une carte SIM ou une carte SD. Et il m'a dit qu'il n'y avait aucune marque inscrite. Ce qui était très étrange, car généralement, les constructeurs aiment inscrire la marque devant et derrière le téléphone. Mais ici, rien. Pas une marque, pas un logo. Il m'a dit qu'il était désolé de ne pas m'aider et m'a demandé si je savais à qui ce smartphone appartenait. Je lui ai dit que non, et je lui ai passé pour qu'il regarde des photos bizarres. Seulement, il n'a pas réussi à allumer le téléphone. Pas moyen de trouver l'endroit où appuyer. Il était abasourdi. Il me l'a rendu, et au contact de ma main, le téléphone s'allumait, avec écrit sur l'écran « Bienvenue Philippe », puis affichant le compte à rebours qui affichait 2 jours et quelques heures. Mon collègue a poussé un cri d'exclamation. Je lui ai redonné le téléphone, mais celui-ci s'était éteint sans contact. Il m'a regardé avec un air vraiment surpris. Il m'a dit qu'il ne savait pas ce que c'était, mais que c'était peut-être un prototype d'un fabricant. Le soir venu, j'ai posé le téléphone sur ma table de nuit, ne sachant pas quoi en penser. Puis, je me suis endormi. Et pendant la nuit, j'ai entendu une sorte de bruit très aigu, un long sifflement. Je me suis réveillé en sursaut, et je me suis rendu compte que ce son venait du téléphone. Je l'ai donc repris dans mes mains, doucement. Je craignais une explosion de la batterie. L'écran s'est alors allumé, avec un nouveau texte écrit dessus. Vous avez un nouveau message. J'ai cliqué sur la notification, en ayant une boule au ventre. Quelqu'un avait envoyé un fichier audio. Et chose bizarre, l'expéditeur n'avait aucun numéro. C'était juste écrit « Sujet numéro 35 ». J'ai hésité à cliquer sur le fichier, et j'ai regardé l'heure sur mon radio réveil, 3h37. Qui pouvait bien envoyer un fichier à cette heure? Et surtout, qui était le sujet numéro 35? J'ai quand même cliqué sur le fichier. Et un son très étrange est sorti du téléphone, une sorte de grésillement mêlé à une sorte de langue que je ne connaissais pas. J'ai vite quitté ce son, puis j'ai reposé le téléphone. Je ne voulais pas écouter plus que ça. Au bout d'une demi-heure, j'ai réussi à me rendormir. Et je me souviens avoir fait d'étranges rêves. Je voyais la femme des photos en train d'entrer dans ma chambre et me prendre la main. Elle ne marchait pas. Elle semblait être en apesanteur à quelques centimètres du sol. Et je me souviens que c'était plus fort que moi. Je me suis levé et je l'ai suivi. Je lui ai donné la main, puis au moment où nous allions quitter la maison, je me suis réveillé. Quand je me suis levé, j'ai remarqué que la porte de ma maison était grande ouverte. Chose bizarre, vu que je ferme toujours la porte à clé. Après avoir bu mon café, j'étais dans la salle de bain. Et au moment de prendre ma douche, j'ai remarqué des marques au feutre sur mon corps, des pointillés autour de mon nombril, puis des lignes le long de mon torse, bien au centre. Je dois avouer qu'à ce moment, j'ai eu très peur. Quelqu'un était entré cette nuit et m'a dessiné dessus. Comment c'était possible? Je ne me suis aperçu de rien. Je me suis regardé dans le miroir, et il y avait aussi des cercles autour de mes yeux. Et j'ai essayé de me nettoyer, mais ça ne partait pas. Puis, un bip strident a retenti dans ma chambre. C'était le téléphone, le compte à rebours, avait atteint 1 heure restante. J'avais beaucoup dormi apparemment. J'ai cru apercevoir une forme étrange dans le ciel, mais c'était impossible.
Je ne crois pas aux extraterrestres. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai l'impression qu'on va me faire du mal. Mais, juste avant de vous parler, j'ai cru voir cette femme des photos, dans la rue, juste en face de chez moi. Je ne sais pas quoi faire. À ma place, que feriez-vous? Jamais je n'aurais pensé un jour prononcer ces paroles. Je ne sais même pas par où commencer. Il y a tant à dire. Les challenges débiles sur Internet. C'est ça le problème. Les plus jeunes d'entre nous sont pour beaucoup d'entre eux assez influençables par leurs idoles qu'ils voient sur YouTube ou Instagram ou TikTok. Comme le Momo Challenge. Encore ça, c'était plutôt soft. Parce que le pire d'entre tous ces challenges dangereux, c'était le Blue Wall. Je ne vais pas vous parler de tout ça. Je veux simplement vous mettre en garde. Si vous avez des enfants, si vous êtes jeune ou même curieux, ne faites jamais le Puka Challenge. Je sais que ça a l'air ridicule, mais ce challenge est dangereux. Le Puka viendra réellement. Ma fille l'a invoqué. Elle avait 16 ans. Elle était au lycée. Et elle adorait regarder ce genre de conneries avec ses copines. À cette époque, je ne m'y connaissais vraiment pas. Toutes ces légendes, ces challenges, ces creepypasta. Je n'y prêtais aucune attention. Un jour, Alice est rentrée du lycée avec des yeux tout rouges. Comme si elle avait pleuré pendant longtemps. Je lui ai demandé ce qu'elle avait, si quelqu'un lui avait fait du mal. Mais pour toute réponse, elle m'a envoyé chier. Et elle est montée dans sa chambre en claquant la porte. Je n'ai pas su comment réagir. Sa maman n'étant plus de ce monde depuis ses 8 ans. Je ne m'étais pas remarié, j'étais son seul parent. Et je dois avouer que son âge commençait à me faire peur. La crise d'adolescence, je savais pas comment j'allais la gérer. Je l'ai donc laissé dans sa chambre jusqu'au dîner. J'ai été taper à sa porte pour lui dire que le plat était prêt. Et j'ai eu un choc. Alice était debout sur son lit, figée, en train de regarder le miroir face à son lit. Les yeux retournés, à un point où on ne voyait que le blanc. Ses poignets étaient en sang. Sa bouche aussi. Cette vision m'a terrifié. Je suis resté quelques secondes immobile avant de réagir et de courir la prendre dans mes bras et de l'allonger sur le lit. C'était un des pires moments de ma vie. Ma fille ne revenait pas à elle. J'ai dû lui donner des petites claques en hurlant son prénom. Elle a enfin ouvert les yeux et elle m'a serré dans les bras en pleurant. Je lui ai caressé les cheveux en lui disant que tout allait bien, que j'étais là pour elle, pour l'aider. C'est là qu'elle s'est reculée de moi et elle m'a dit que je ne pourrais pas l'aider, que personne ne le pourrait, que je ne la croirais pas, qu'elle était fichue et qu'elle devait mourir. Je lui ai demandé pourquoi elle disait ça et elle m'a répondu que le Puka la harcelait sans arrêt et depuis au moins une semaine. Je n'ai pas su quoi répondre. Je ne savais même pas ce que c'était un Puka. Et quand je lui ai demandé, elle s'est remise à pleurer, en me disant que c'était un monstre. Je l'ai consolée comme j'ai pu, puis je l'ai emmenée dans la salle de bain pour nettoyer ses plaies. Par chance, ce n'était pas profond, mais encore une fois, j'ai eu un moment d'hésitation. Ce n'était pas avec un couteau, un rasoir ou un ciseau qu'elle s'était blessée au poignet, mais avec ses dents. Elle avait voulu se trancher les veines avec ses dents. Je lui ai demandé pourquoi elle avait choisi cette méthode, et elle m'a répondu que c'était le Puka qui lui avait dit de le faire comme ça. Et que de toute façon, cette chose recommencerait jusqu'à ce qu'elle meure. Je me suis dit, idiotement, qu'elle devait délirer, et que je ne laisserais pas cette chose lui faire du mal. Puis j'ai été la mettre au lit, et je suis resté avec elle à sa demande. Lorsqu'elle s'était enfin endormie, j'ai été boire un verre d'alcool assez fort, tout en regardant par la fenêtre.
Ce qu'il venait de se passer m'avait un peu chamboulé. Alors que je regardais par la fenêtre, j'ai cru apercevoir une sorte d'animal sur la pelouse, en train de regarder notre maison. C'était trop gros pour être un chien. Je me suis approché, et j'ai cru voir un bouc. Je n'en revenais pas. Qu'est-ce qu'un bouc faisait dans notre jardin? L'animal est resté sur la pelouse de longues minutes, à fixer du regard notre maison, avant de faire demi-tour et de marcher le long de la route, déserte. J'ai bu le fond de mon verre à sa santé, et j'ai espéré qu'un conducteur ne le percute pas. Le Puka va revenir. Il veut ma mort. Le Puka. Le Puka. Je repensais à ces paroles, et j'étais intrigué. Je me suis dit que ses copines devaient savoir ce qu'était ce Puka. J'ai donc été chercher son portable, et j'ai commencé à chercher. Dans les messages, et je n'ai rien appris, sauf qu'elle avait un petit ami. J'étais à la fois ému et j'avais un peu peur. Ma fille grandissait trop vite. C'est au moment de ranger son téléphone que j'ai voulu voir à quoi ressemblait son copain. J'ai donc ouvert le dossier photo. Je sais que ça ne se fait pas, mais je suis très curieux. Mais étrangement, il n'y avait qu'une seule photo. Elle et ses deux amis, autour d'un feu de camp en pleine nuit. Cette photo devait dater de la semaine juste avant celle-ci. Car elle était partie chez Samia, sa meilleure amie, et elles avaient prévu de faire de la randonnée. Je n'étais pas rassuré, mais je ne pouvais pas l'empêcher de vivre. Mais ça ne m'expliquait pas pourquoi il n'y avait que cette photo, c'était bizarre. J'ai cherché partout dans ce téléphone, mais il n'y avait rien d'autre. J'ai donc remis le téléphone où il était, puis j'ai été m'installer devant mon PC. Et j'ai tapé Puka. J'ai de suite eu des résultats, mais je comprenais pas trop. J'ai donc parcouru les pages jusqu'à ce que je tombe sur un article intitulé « Accomplissez le Puka Challenge ». Curieux, j'ai cliqué sur l'article. L'article expliquait comment faire ce challenge. D'après eux, pour faire apparaître une créature qui accorderait un vœu à chacun la réveillant. C'était n'importe quoi. Mais j'ai quand même continué à lire. C'était fort probable que ma fille a fait ce stupide jeu et qu'elle ait pris peur. D'après le site, il fallait simplement se mettre devant un miroir à la nuit et avoir en main un morceau de papier avec écrit dessus Puka. Puis quand 2h du matin sonnerait, il faudrait allumer une bougie et regarder fixement le miroir pendant au moins 1 minute. Puis avaler le papier. Ensuite souffler sur la bougie. Et normalement, le Puka serait à la place du reflet de celui qui l'a invoqué. Il aurait la forme d'un gobelin ou d'une personne aimée, mais avec des oreilles d'animaux et une queue de cheval. J'ai refermé l'ordinateur. C'était complètement nul et irréaliste. Bien que je me disais qu'Alice aurait bien pu essayer avec ses copines pour s'amuser. Je n'avais qu'une personne à qui demander s'il connaissait cette créature, du nom de Puka. C'était Nolan, un de mes amis. Il aimait tout ce qui était paranormal, surnaturel, et il collectionnait des tas d'objets et livres sur le monde occulte. Je me disais qu'il pourrait sans doute m'éclairer. J'ai regardé l'heure, il était presque minuit. Mais Nolan ne devait certainement pas dormir. Je savais qu'il aimait rester éveillé tard pour étudier la nuit. Il a été assez rapide à décrocher. Allô Nolan? Comment tu vas? Ça va et toi? Bah pourquoi tu m'appelles si tard? Quelque chose ne va pas? Je ne sais pas en réalité. Dis-moi, tu as déjà entendu parler de Puka? Puka? Ouais, j'ai déjà lu des trucs dessus. Pourquoi? Tu ne vas pas me croire, mais il existe un défi pour invoquer cette chose. Les jeunes s'amusent à faire ce challenge, et ils croient que si ce Puka vient, il va leur réaliser un vœu. C'est n'importe quoi. Ils savent plus quoi inventer, et en plus c'est totalement faux. Qu'est-ce que tu veux dire? Le Puka n'exauce pas de vœux. C'est pas un génie, c'est une créature assez spéciale, mais je doute que tu veuilles que je te fasse un exposé. Ah si, ça m'intéresse. Dis-moi tout ce que tu sais sur ce Puka. Est-ce qu'il est dangereux? Ouais, enfin, ça dépend des légendes. Certains disent qu'il est bénéfique, d'autres maléfique, mais en aucun cas il exauce des vœux. Mais sur internet, ce challenge le dit clairement. Faut pas croire tout ce que tu vois sur internet. C'est une créature, la plupart du temps en forme de bouc ou de chien, et elle adore jouer des tours aux humains. Je n'en sais pas énormément dessus, c'est une légende irlandaise, et j'avoue ne pas m'être penché particulièrement sur le sujet. En forme de bouc. Il y avait un bouc sur ma pelouse tout à l'heure. Écoute, tu sais comment faire partir ce démon? C'est pas un démon, c'est une créature. Et non, j'en ai pas la moindre idée. On peut pas l'invoquer normalement, donc ne t'en fais pas. Tu sais, ces choses n'existent probablement pas. Ouais, mais c'est bizarre.
pourquoi tu poses toutes ces questions? Je te raconterai ça une autre fois. Je dois te laisser, à plus. Attends. Je sais seulement que si vraiment un Poucas s'amuse avec un humain, ce dernier a de fortes chances de pas vivre longtemps, donc je sais pas dans quoi tu t'es embarqué, mais s'il te plaît, fais attention. T'inquiète. Allez, je te laisse. Au moment où j'ai raccroché, j'ai entendu un hurlement dans la chambre de ma fille. J'ai alors lâché le téléphone, et j'ai couru voir ce qu'il se passait. Et j'ai vu ma fille qui se débattait contre un gros chien. Je me suis jeté sur le chien, et j'ai essayé tant bien que mal de lui donner des coups de poing pour qu'il lâche ma fille. Ce qu'il a fait au bout de quelques secondes. Ma fille en a profité pour se cacher derrière moi. Le chien était sur ses pattes, et me regardait en grognant, et en faisant montrer ses dents. Au même moment, quelque chose défonçait la porte d'entrée. Ma fille a eu un cri de peur. Je lui ai chuchoté qu'à 3 on allait courir en dehors de sa chambre et fermer la porte. 1, 2, 3. Nous étions partis en courant, et on avait réussi à fermer la porte juste au museau du chien. Mais quelque chose était toujours en train de défoncer la porte. J'ai serré ma fille contre moi, et je lui ai dit que je ne la laisserais pas tomber. Elle s'est mise à pleurer en me disant qu'elle était désolée, mais qu'il fallait qu'elle meure pour que le démon les laisse tranquilles, que c'était la seule solution. Alors que je lui ai répondre, la porte a fini par céder, et on a pu voir qui avait fait ça. C'était le bouc de tout à l'heure, un bouc noir, assez grand. Mais juste derrière se trouvait une sorte d'homme. On aurait dit un homme dans un costume de peluche bizarre. Je peux pas vous le décrire. Il a fait un geste avec son bras et le bouc s'est mis à hurler d'un son horriblement glauque. Aigu. Tellement aigu qu'on a dû se boucher les oreilles. Puis il s'est mis à nous charger. Sa gueule pleine de bave et écumante. Les yeux d'un rouge sombre. Ma fille et moi avons poussé un hurlement. Et sommes partis en courant nous réfugier dans la pièce la plus proche, qui était la cuisine. On a fermé la porte, s'attendant à ce que le bouc défonce la porte, mais rien. Tout était extrêmement silencieux. D'ailleurs, en y réfléchissant, je n'entendais pas le chien à l'étage non plus. J'ai été chercher la hachette dont je me servais pour couper les os de la viande, puis j'ai été rejoindre Alice. Je lui ai pris le visage plein de larmes entre mes mains, et je lui ai promis que je ne laisserais pas cette chose la toucher. Et elle m'a répété que ce n'était pas possible, que la seule façon, c'est qu'elle se tue, que c'était le pacte. Les paroles de Nolan me sont revenues en tête. C'est pas un démon, c'est une créature. Et je me suis dit que toute créature sur cette terre était mortelle. Ce n'était pas un démon. C'est ce que j'ai dit à ma fille, et son visage s'est légèrement éclairé. Elle m'a dit je t'aime papa. C'était la seule fois depuis des années qu'elle me dit ces mots. C'était suffisant pour me donner du courage, et mettre mon oreille à la porte pour écouter si le bouc était là. Aucun bruit. Et j'ai légèrement entrouvert la porte et je suis sorti. J'ai pris soin de la refermer, puis j'ai avancé doucement, cherchant les choses qui rôdaient dans la maison. Je n'ai pas dû aller bien loin. Il était là, cette chose humanoïde, avec à sa droite le chien, et à sa gauche, le bouc. Alors que je m'apprêtais à parler, il a levé un bras, et les deux animaux ont commencé à courir. Je m'apprêtais à me mettre en position de défense, quand les choses se sont évaporées. Comme ça, à quelques centimètres de moi. Plus rien. Rien du tout. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Je me disais naïvement qu'ils avaient dû avoir peur. J'étais tellement content que c'était fini. J'ai appelé ma fille à haute voix pour lui dire de venir. Que les choses avaient disparu. Mais j'ai pas eu de réponse. J'ai répété encore et encore son nom, mais toujours rien. J'ai lâché la hachette que j'avais dans les mains. Et je me suis tourné vers la cuisine. À ce moment, je comprenais pourquoi les créatures avaient disparu. Mais je voulais pas le voir. J'ai donc marché lentement vers la cuisine. J'ai ouvert la porte. Et c'est là que je l'ai vue. Ma fille. Pas Alice. Allongée sur le sol. Une barre de sang sous elle. Elle avait pris le temps d'écrire
Désolé papa. Avec son sang sur le carrelage. Elle s'est suicidée pour... Elle s'est suicidée pour me laisser vivre. Ma fille est morte à cause de ce challenge. Je répète encore et encore. Ne faites pas les idiots à faire comme tout le monde. Les challenges et les défis, ça sert à rien.